Quel accompagnement fournir sur base des profils et réalisations des élèves? Je vous laisse la Merci Myriam. Mais donc tout d'abord un grand merci à vous de me permettre donc de présenter une partie des travaux que je réalise dans le cadre de mes recherches. Donc je fais une recherche de doctorat sous la direction du professeur Marie-Christine Paulet à l'Université libre de Bruxelles. Et donc ma recherche de doctorat porte sur les enjeux, potentialités et problématiques du lire-écrire au niveau donc de l'enseignement secondaire les 2 dernières années. C'est une comparaison entre le système éducatif aux États-Unis et en Belgique. Et donc, on tient compte des aspects, notamment de littératie numérique. Ma communication aujourd'hui va s'inclure dans le 3e axe du colloque, donc l'accompagnement au, pour et avec le numérique. Alors, un mot d'abord sur ma posture en tant que chercheuse. Donc, je suis enseignante dans le secondaire, donc j'ai une posture de praticienne chercheuse. Ça a un impact dans le sens où ce qui se passe au sein de mes classes de secondaire va orienter mon activité de recherche et en même temps ce qui se passe, mes découvertes en termes de littérature au niveau de mes recherches peuvent réorienter ce qui se passe sur mon terrain professionnel. Et donc l'idée c'est à chaque fois d'adopter une posture d'enseignante réflexive. Pourquoi les États-Unis et le système scolaire belge francophone? Car j'ai eu l'opportunité d'enseigner dans les deux pays. J'enseigne en Belgique, j'ai enseigné du côté néerlandophone et puis actuellement du côté francophone. Et j'ai eu l'opportunité d'enseigner pendant 2 ans dans la région de Boston. Cela m'a permis de me rendre compte que, notamment en termes de numérique, il y avait toute une question, des enjeux, des problématiques et des possibles qui étaient similaires. On a une vision des États-Unis liée à toutes ces grandes entreprises technologiques. On pense que le numérique va de soi en classe aux États-Unis, et puis de me rendre compte qu'en réalité sur le terrain, c'était pas nécessairement le cas. Ça, plus d'autres aspects qui ont vraiment lancé ma recherche doctorale. Si mon slide veut bien évoluer avec vous, ça serait chouette. Non, il ne veut pas. Voilà, je me suis intéressée donc tout d'abord, quand on parle d'accompagnement, mais donc qui accompagne et quelle est la pratique numérique des enseignants. Je me suis intéressée donc à cette fameuse pratique numérique des enseignants tant en Belgique qu'aux États-Unis. En février de cette année, donc février 2018, on a Digital Wallonia qui a publié un baromètre donc sur des indicateurs en termes d'éducation et de numérique, ce qui nous permet d'avoir donc des chiffres sur, comme vous le voyez ici, donc le taux d'enseignants utilisant les outils numériques en classe. Donc en termes de secondaire, donc sur la partie francophone, on a une évolution entre 2013 et 2017, on passe d'une utilisation de 33% à 46%. Un point par rapport à cette étude, c'est que la question a été posée au chef d'établissement et donc on n'a pas tout à fait de précision sur quelle est l'ampleur donc de cette utilisation et quelle est la régularité. Donc les chiffres nous donnent des informations, mais néanmoins on n'a pas toutes les informations que l'on souhaiterait avoir. Une autre information fournie par ce baromètre concerne l'action de la formation reçue par ces enseignants. À nouveau, impossible d'interroger sur les chefs d'État au cas par cas sur quelle formation a reçu quel enseignant, dans quelles conditions, quelle thématique. Et donc, ils ont listé ce que vous voyez donc, dans la partie de gauche, 9 catégories par rapport donc à l'utilisation du numérique en classe, en proposant aux chefs d'établissement donc de choisir est-ce que ces formations étaient organisées en interne, est-ce que celles-ci étaient organisées en externe et donc incitées par le staff, ou alors aucune formation n'était ni organisée ni proposée. Vous voyez en rouge, donc il y a quand même un taux assez important, notamment donc on est à 80% pour tout ce qui est de l'ordre de l'évaluation des étudiants par rapport aux usages, aux usages du numérique. On est dans une proportion où majoritairement on se rend compte que la formation n'est ni organisée ni incitée au sein des établissements scolaires en Fédération Wallonie-Bruxelles.
toujours dans ce baromètre, certains des résultats qui me paraissaient intéressants à vous communiquer aujourd'hui, c'est que 23% des enseignants n'ont pas reçu de formation, donc ni initiale ni continuée par rapport au numérique, et 46% pas de formation en termes d'utilisation pédagogique du numérique. Or, un point qui me paraît important, je pense, quand on pense à cette utilisation du numérique en classe et à l'accompagnement des étudiants, je pense que ce qui incite les enseignants à utiliser le numérique en classe, ça peut être incité par le sentiment de compétence. Or, face au numérique, de nouveau, l'étude nous donne des chiffres, c'est que 36% des enseignants interrogés considèrent qu'ils ont une bonne connaissance, 57% disent se débrouiller et 7% n'avoir aucune connaissance. Par rapport vraiment à l'usage pédagogique du numérique en classe, on reste sur la même répartition pour ce qui est de se débrouiller, on reste sur 57%. Par contre, on voit une augmentation de 14% pour les gens qui disent n'avoir aucune compétence. Donc, un besoin de formation des enseignants au numérique et l'utilisation pédagogique du numérique en classe pour pouvoir accompagner correctement les élèves. J'en reviens à ma comparaison avec les États-Unis parce que c'est un peu de là que les choses sont parties. C'était de me rendre compte qu'en classe, donc justement, l'utilisation, j'imaginais qu'elle allait être riche, nombreuse et variée, et que c'était pas forcément le cas dans mon quotidien. J'étais avec des collègues qui avaient éprouvé d'énormes difficultés à utiliser le numérique en classe avec leurs étudiants. Et donc, je me suis tournée vers la littérature. Donc, en 2012, il y avait un article de Mundi Kupczynski et qui mentionnait justement que la moitié des enseignants utilisaient aux États-Unis les ordinateurs essentiellement pour des fonctions administratives et que la moitié des étudiants déclaraient plus d'une fois par semaine c'est le numérique en classe. Et donc clairement un manque de maîtrise par rapport à la technologie qui incite les enseignants à utiliser le numérique. Plus tard, donc en 2014, au niveau du Massachusetts, une étude a été publiée donc par Mason et Shinaz qui augmentait un peu la proportion d'enseignants se déclarant compétents. Néanmoins, on voyait que l'utilisation de la technologie en classe n'évoluait pas forcément. On restait sur une utilisation qui restait relativement peu importante. Y compris chez des enseignants qu'on déclare digital native. Raison pour laquelle je reviens sur ce concept, je pense que vous connaissez, donc développé en 2001 par Mark Prensky, qui faisait le portrait donc dans son article Digital Native, Digital Immigrant de cette nouvelle génération d'étudiants, donc une nouvelle génération qu'il décrivait comme pensant l'information et la processant de façon plus rapide, capable donc d'être multitâche, préférant tout ce qui était de l'ordre du graphique sur le textuel et davantage sensible aux techniques donc de gamification des contenus pédagogiques et qui proposait donc en parallèle comme solution donc pour ces enseignants immigrants digitaux des recommandations pour adapter donc leur pédagogie, donc être capable d'être sur la même longueur d'onde, le même langage que leurs étudiants, proposer des thématiques qui soient plus en lien avec des thématiques d'ordre sociologique, politique ou éthique, pour essayer de limiter cette inadéquation. Alors c'est un concept qui a connu une postérité qui est quand même relativement incroyable. Depuis 2001 on en parle. Elle s'est dressée quasiment en archétype et elle est de plus en plus remise en cause. Je vous ai mis au slide suivant un extrait d'un article que je vous conseille d'aller lire de Pascal Lardelier, donc qui parle de la génération Y et des digital natives et où il met en lumière donc il en fait une sorte de synthèse, donc entre faux concept et vrai slogan. Donc il y a vraiment toute une remise en question de ces concepts associés donc à cette génération Y qui est effectivement hyper connectée, on ne peut pas le nier, mais le fait d'être hyper connecté, comme il le dit, ça ne garantit pas une utilisation optimale des outils, ça ne garantit pas un regard critique par rapport aux usages. Nos étudiants sont bien souvent consommateurs et donc ont assez peu de recul par rapport à leur utilisation en ligne, et donc lui souligne notamment cet aspect juridique.
Alors des chiffres, encore des chiffres. L'idée c'était de voir aux États-Unis quelle était vraiment donc cette hyperconnexion, qu'est-ce que ça représentait concrètement, pour après pouvoir le mettre en perspective avec ce qui se passait dans mes classes. Donc il y a un site qui s'appelle Common Sense Media, donc c'est une association qui depuis les années 90 interroge plus ou moins chaque année l'usage des médias chez les jeunes donc de 8 à 18 ans, donc chez les adolescents et préadolescents. En 2015, un des résultats de la recherche qui a été publiée, donc vraiment sur le census par rapport à cette utilisation des médias, indiquait que les adolescents aux États-Unis, donc de 13 à 18 ans, utilisaient en moyenne 9 heures, donc les médias dans leur quotidien, sans compter l'utilisation donc numérique en rapport avec l'école et les devoirs. Et donc pour les préadolescents, de 8 à 12 ans, on était sur une utilisation qui approximait les 6 heures. D'autres résultats, inquiétant ou non, par rapport à cette hyperconnexion, c'était que les adolescents qui étaient issus de familles à revenus plus faibles utilisaient nettement plus le numérique, donc 2h45 en moyenne en plus que des familles dont les enfants sont issus de familles à revenus élevés. L'étude distinguait également différents types d'utilisateurs, donc a été assez précis sur est-ce que ces utilisateurs étaient donc des joueurs sur téléphone, sur ordinateur, jeux vidéo, est-ce qu'ils lisaient, est-ce que c'était plutôt des utilisateurs légers, est-ce qu'on était sur de la consommation vidéo importante ou alors de l'utilisation de réseaux sociaux. À nouveau, l'étude montrait que 10% des jeunes se déclaraient comme préférant les réseaux sociaux parmi toutes les activités ayant donc les réseaux sociaux comme activité favorite. Donc à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'on a plutôt cette vision des réseaux sociaux comme étant l'activité majeure favorisée par les jeunes. Au niveau des jeux vidéo aussi, ça permettait de faire des distinctions, de voir que les garçons passaient en moyenne par jour 56 minutes sur les jeux vidéo contre 7 minutes pour les filles. Donc ça permettait de mettre en lumière certains aspects voilà, qui me semblaient intéressants. Mais je pense que le résultat qui m'a paru le plus surprenant de tous, c'est celui-là, c'est que donc ces jeunes Américains qui passent 9 heures par jour sans le temps de travail pour l'école, utilisent Internet seulement 3 minutes pour la création de contenu. Alors ce fameux site Common Sense Media, je vais vous en parler, je trouve ça très chouette parce que je peux faire un lien avec ce que Madame Blin vous a dit juste avant, donc l'importance de créer des ressources et de ne pas réinventer la roue. Les enseignants ont besoin de choses qui existent, donc je trouve ça super que Dublin ait mis plein de choses en place. L'association Common Sense Media, elle a été fondée en 2003 donc aux États-Unis, à San Francisco. Donc c'est un site qui est en anglais mais qui propose toute une série de ressources en espagnol et en français. Il y a 3 volets. Il y a un volet donc vraiment consacré pour tout ce qui est parents, un volet donc pour les parents qui se questionnent sur quelle utilisation pour mon jeune à la maison par rapport à tout ce qui est numérique, les enseignants et puis ce qui est adhérent. Adhérents, il y a toute la question de la remise en cause, notamment de l'utilisation de vidéos violentes, etc. Donc il y a tout un volet advocacy par rapport à ça, où on se rend compte qu'on n'est pas dans les 2 autres catégories. En tant qu'enseignant et donc en vue d'accompagner nos étudiants, il y a des choses très très chouettes qui sont mises en place. Donc il y a des développements professionnels, donc il y a toute une série de webinaires gratuits qui sont proposés. Il y a tout un volet de sensibilisation à la vie privée, parce que oui, il faut mettre en garde, accompagner les jeunes sur la protection de leur vie privée et du transfert de données, et comment faire quand on est enseignant, on n'a pas forcément accès à ces connaissances. L'outil que j'ai sans doute et de loin le plus utilisé, c'était l'analyse critique d'outils numériques, parce que quand on est prof et qu'on veut utiliser le numérique en classe, c'est pas forcément évident de savoir quel outil est fiable, quel outil correspond à ma tranche d'âge, à mon public. Et donc le site répertorie toute une série d'applications avec des filtres, donc justement en fonction donc de la branche mathématiques, français, dans mon cas forcément c'était le français, par niveau, et donc propose des avis d'experts sur ces applications. Alors les experts, c'est d'une part les experts Common Sense Media, mais aussi des enseignants l'ayant utilisé pouvant donner un regard pratique sur ce qui a fonctionné ou pas. La recherche, donc on en a parlé juste avant, un des bons exemples, c'est donc la fameuse enquête qui a été menée en 2015. Et enfin, tout un parcours de citoyenneté digitale. Je vais vous montrer
Je ne l'ai pas traduit, il est toujours en anglais, mais donc ce fameux curriculum sur la citoyenneté digitale qui est proposé donc de la première primaire, donc K1 jusqu'à K12, donc qui correspond donc à la fin l'année du bac en France, avec toutes des thématiques, donc la sécurité sur Internet, le cyberbullying, l'image de soi, etc. Et vous retrouvez à chaque fois toute une série d'unités. Donc c'est un corpus qui a été préparé par le Good Play Project, qui a été développé donc par l'école d'éducation d'Harvard. Et donc ces ressources sont trilingues, donc en anglais, en espagnol et en français. Français avec un petit accent canadien, mais mes élèves en raffolent. Alors, pratiquement, parce que clairement dans mon travail de recherche, l'idée c'était pas juste de réfléchir à toutes ces théories autour de l'accompagnement du numérique en classe, c'était également de voir comment ça se passe et de voir qu'est-ce qui posait problème, qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui était à développer parce qu'il y a une réelle potentialité. Et donc l'année dernière, j'ai mis en place 2 des séquences de Common Sense Media. Donc la première sur la vie numérique, que je vais développer un peu plus aujourd'hui, et l'autre sur les droits d'auteur. Alors, ce que m'a permis donc la séquence vie numérique, c'était d'avoir donc des informations assez éclairantes pour l'accompagnement à fournir à mes étudiants. Donc la première, c'était de prendre conscience qu'ils étaient assez conscients eux-mêmes des avantages et des inconvénients de la vie numérique, que ce soit dans leur propre vie, au niveau social, ou de la société en général. À l'inverse, dans les résultats, donc après avoir fait toute la séquence, parce que la séquence propose donc les activités, mais également des moments d'évaluation, de me rendre compte qu'il y avait des thématiques à aborder parce que dans ce qui ressortait de leur discours, certaines thématiques n'étaient pas du tout abordées, notamment la fameuse question du plagiat et des droits d'auteur, ce qui a engendré le fait que je teste donc cette deuxième séquence ultérieurement dans l'année. Un point qui était aussi très très chouette, c'était, donc je vous ai parlé du census avec les étudiants aux États-Unis, c'était grâce à un système de tests, les confronter à la pratique de ces jeunes Américains qui consomment 9 heures par jour et voir où eux se situaient, comment est-ce que eux se positionnaient par rapport à ces statistiques. En quelques mots, ça me permettait de voir donc quels étaient leurs usages favoris et détestés. Donc vous avez un petit tableau récapitulatif avec ce qu'ils considèrent utiliser le plus, le moins et là où les avis étaient partagés donc dans cette classe. J'ai oublié de vous préciser, donc je travaille avec des étudiants donc qui sont en 5e, donc c'est la première en France, en orientation technique infographie. Donc à la base, ce sont des étudiants qui sont censés être sensibles à la question du numérique. Ce qui est chouette, donc, c'est aussi de voir par rapport à cette séquence, de voir comment est-ce qu'ils se positionnaient. Certains se déclarent vraiment accros à l'utilisation du numérique, ils ne peuvent pas s'en passer. D'autres, au contraire, adopter une posture, très très distante. Et donc savoir en fonction de quelles applications, quelle posture, savoir sur quel levier en tant qu'accompagnant on peut jouer parce que tel élève est plus sensible qu'un autre, ou au contraire il faut être prudent parce que là déjà il y a un souci, on a déjà un élève qui ne sait pas du tout mettre le halte là par rapport à sa consommation, ça peut permettre d'ajuster certains contenus de cours. Voir leur posture, du coup, est-ce qu'ils sont simples consommateurs, est-ce qu'ils sont capables de faire le tri dans leurs informations, donc est-ce qu'ils se posent vraiment en tant que curateur et dans quelle mesure, et enfin en tant que créateur. J'étais vraiment intriguée par cette question des 3 minutes de contenu, surtout par rapport à une classe qui, en tant que technique infographiste, doit créer du contenu. Et cela m'a permis de constater que la notion de créateur sur Internet n'était pas du tout claire pour eux. Beaucoup de mes étudiants se disaient « Ah, mais moi j'écris un message, donc je suis créateur de contenu ». Donc il y avait quelque chose de l'ordre de la communication qui était à nuancer. À nouveau, par rapport donc à cette expérimentation, on est sur des pratiques déclarées de mes étudiants dans laquelle, par rapport à certains questionnaires, j'ai retrouvé des contradictions. Donc, je prends ces résultats avec une certaine prudence. Alors cette année, cette fois-ci, donc en technique, je suis allée un petit peu trop vite. Le curseur est assez sensible, désolée. Donc cette année, l'idée c'était donc de recommencer en début d'année ce questionnaire sur la vie numérique parce que clairement ça m'avait apporté beaucoup des données clés dans leur accompagnement que j'avais envie de retester, donc c'est quelque chose que j'ai davantage intégré dans une certaine logique parce qu'au début c'était
voilà, c'était très décontextualisé. Là, on a fait tout un projet autour de la recherche d'informations, la critique de la fiabilité des sources en ligne, et puis justement amener à la question de leur vie numérique et de leur positionnement. L'an dernier, j'ai testé un outil qui a été développé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc le ministère de l'Enseignement a créé des passeportiques, donc ce sont des petits livrets. Il y en a trois niveaux, donc les livrets débutants, intermédiaires et puis confirmés. L'idée, c'est que ces livrets fonctionnent sous forme d'auto-évaluation. Donc vous avez des items, vous allez les voir juste après, et l'élève détermine s'il est capable de le faire seul, s'il est capable de l'expliquer à quelqu'un, s'il ne comprend pas de quoi il s'agit. Et donc, pour être tout à fait honnête avec vous, l'année dernière, je l'ai mis en place relativement tard. J'ai testé les livrets parce que je les ai découverts à ce moment-là, en février. Et dans les classes, ça a été un peu un chaos. Parce que oui, les livrets à faire, ça a été très très rapide. Mais en réalité, quand vous devez jongler avec en moyenne une petite vingtaine de livrets par classe sur qu'est-ce que tel élève est capable de faire, ça a été vraiment le temps déjà de trier toutes ces informations. Je pense qu'on était quasiment à la fin de l'année, donc utiliser à proprement parler les données récoltées par ce livret, ça a été plus ou moins mission impossible. Néanmoins, cette année, l'idée, c'était vraiment, parce qu'il y a des choses qui sont pour moi pertinentes dans ce livret, c'était de se dire comment le mettre en place pour qu'il soit efficace dans mon accompagnement au numérique pour les étudiants. J'ai donc fondu le document. Donc déjà, je trouvais que entre les compétences du livret 1, 2 et 3, il y avait des choses qu'on considère acquises. Donc le fameux concept de digital native, où on pense qu'ils sont nés avec la technologie, ils savent tout faire, c'est pas forcément le cas. Me rendre compte que dans ces livrets, mais il y avait un peu ce côté, on considère que c'est bon, alors qu'en réalité, c'est pas parce qu'ils sont plus grands qu'ils ont forcément eu accès à cet apprentissage. Donc j'ai refondu les 3 livrets et je l'ai mis sous la forme d'un Google Form. Que voici. Donc j'ai repris vraiment les items tels qu'ils étaient proposés dans le livret. Donc vous avez vraiment donc les catégories, les onglets tels qu'ils sont proposés. Donc forcément à chaque fois, si c'était livret 1, livret 2, livret 3, j'ai remis les items dans les mêmes catégories, juste les premiers, les seconds, les troisièmes. Et enfin, donc l'élève avait à cocher ce qui lui correspondait. En termes de résultats, c'est l'avantage du Google Form. Vous voyez que, bon, déjà, j'ai un résultat immédiat. D'accord? Si je vais sur la page résultats, même en temps réel, si j'avais un étudiant qui arrivait dans mes classes aujourd'hui, je peux lui faire le questionnaire et son questionnaire s'ajoute à l'ensemble de sa classe. Vous voyez qu'on est sur quelque chose donc, qui se présente. Vous retrouvez la grande catégorie. Si je fais coulisser ici, je ne peux pas le faire vu que vous êtes en version PowerPoint, mais si je fais coulisser, je retrouve tous les items qu'on trouvait initialement sur la colonne de gauche. Et enfin, donc sous forme de code couleur, les réponses des élèves. Donc ce qu'il sait faire avec de l'aide, ce qu'il sait faire seul, ce qu'il sait expliquer à quelqu'un, donc qui démontre un plus grand niveau d'expertise, et ce qu'il ne sait pas. Donc là, par exemple, on voit que à l'onglet accéder au logiciel et fichiers à partir de son espace de travail. Donc cette classe-là comportait 24 élèves. Vous avez 10 étudiants qui ont répondu je sais l'expliquer à quelqu'un et les autres déclarent savoir le faire seul. Si je prends une autre catégorie, donc là on est sur celle, donc c'est toujours s'approprier un environnement informatique, mais l'item était créer une arborescence et gérer ses dossiers en fonction de ses besoins. Là on se rend compte qu'on a toute une frange, donc on a 7 étudiants de cette classe qui déclarent ne pas savoir. Après discussion avec eux, je me suis rendu compte que ce qui avait posé problème, c'est la compréhension du mot arborescence. Pour eux, alors en leur expliquant ce qu'était l'arborescence, ils comprenaient vraiment l'organisation des fichiers, donc ça ne posait pas réellement de soucis. Mais donc, il y a quand même toute une question d'accompagnement en termes de terminologie par rapport au numérique qui n'est pas forcément, évident. Et un autre résultat frappant, je vous les ai pas tous mis, il y en a plusieurs qui sont frappants, mais cette question-ci, donc clairement dans le programme en Belgique, on nous demande de travailler l'hypermédia. Et Monique Bain mentionnait d'ailleurs justement l'importance de toute cette multimodalité en classe. Quand on pose la question aux élèves, donc quand vous produisez et exploitez un document, donc le traitement de texte, est-ce que vous savez insérer un hypertexte? Vous avez les résultats suivants. Donc vous avez 10 étudiants qui ne savent pas de quoi il s'agit. Donc de nouveau, ça peut être une question de on ne sait pas ce qu'est un hypertexte, le mot en soi, ou alors on ne sait vraiment pas à quoi renvoie cette notion d'hypertexte. Et enfin, vous avez quand même donc des étudiants, on est sur un graphique qui est beaucoup plus mitigé et qui, moi, en tant qu'enseignante, m'indique que cette question, quand je travaille un traitement de texte,
je dois pouvoir, enfin voilà, je dois les accompagner pour définir une terminologie, mais également pour leur apprendre à insérer du multimédia, donc de l'hypermédia dans les documents qui sont créés. Je vais vous présenter rapidement deux outils si le temps me permet. Alors le choix des outils que je présente aux enseignants souvent sont des choix d'outils en accès libre. Je pense que un des facteurs qui, outre donc le sentiment de compétence qui peut refroidir un enseignant à utiliser le numérique en classe, c'est toute la question de l'accessibilité. Et donc on a parfois l'équipement, mais si on doit aller voir sa direction pour demander, pour acheter un logiciel, c'est toujours, ça peut être un frein supplémentaire. Les deux outils que je vais vous proposer sont des outils qui sont ici des formations professionnelles que j'ai suivies aux États-Unis. Ça sera l'occasion justement de voir que c'est pas parce que je les ai appris là-bas qu'ils sont pas du tout transposables ici. Et au contraire, j'aurais très bien pu choisir des outils lors des formations professionnelles que j'ai eues en Belgique. L'idée pour ces deux outils, ce sera d'aborder les enjeux, qu'est-ce que ça apporte en termes d'accompagnement aux élèves, les potentialités et les problématiques relevées suite à ce que j'ai pu expérimenter en classe avec eux. Le premier que j'ai choisi, que vous connaissez peut-être, c'est Padlet. Donc c'est une interface collaborative. Donc à chaque fois, vous avez des captures d'écran de... Oui, Sophie, promis, je me dépêche. Donc Padlet, c'est un mur collaboratif. Donc vous voyez en substance, je vais vous montrer les exemples. Oh, je ne veux pas qu'il réduise mon écran. Je veux qu'il change. Voilà. Autour d'une thématique comme culture et altérité, on avait fait une séquence avec mes élèves. On était plus ou moins à la moitié d'une séquence qui était assez dense et j'avais envie qu'on synthétise toutes les informations. Et donc, à un moment, on est allé en salle PC parce que c'était la première fois qu'ils le faisaient. Et les élèves ont dû mettre en commun toutes les informations recueillies donc sur tout ce qu'on avait parcouru. Ce qui est chouette, c'est qu'il y a cet effet collaboratif parce que l'un énonce une idée, l'autre va rebondir ou va corriger. Un gros avantage, c'est le fait que des étudiants qui ne prennent pas forcément la parole en classe se lancent, avec un autre facteur qui est celui de la responsabilité de l'écriture. Clairement, la première fois qu'on teste, j'étais contente d'être dans une salle info pour pouvoir les accompagner, même si l'utilisation est relativement simple, mais pouvoir coordonner voilà, les accès. Et puis, je pense qu'il y a un côté jeu dans le numérique, effectivement, et du coup, plus on le pratique, et moins viennent les effets parasites. Donc, le côté, on a envie de jouer, on n'est pas forcément concentré sur ce qu'on est en train de faire. Un autre avantage de Padlet, c'est donc le côté protection, parce que c'est accessible par mot de passe, donc ça veut dire qu'il y a quand même une forme de sécurité par rapport à ce que publient vos élèves, tout le monde n'y a pas accès, et l'opportunité d'en extraire un PDF. Ça veut dire que sur cette synthèse qui est faite à un moment sur un écran, les élèves pourraient très bien le faire avec leur téléphone portable. On peut exporter l'ensemble des réponses et l'imprimer pour qu'il l'ait dans leur classeur. Même principe, donc de mur collaboratif, mais sous forme de colonne thématique. Donc il y a vraiment un intérêt pour les travaux de groupe et l'écriture collaborative ou pour stocker des informations. Le deuxième outil, je vais aller très très vite si j'ai 5 minutes pour conclure, c'est un portfolio en ligne qui s'appelle CISO. Donc CISO, je l'ai mis en place dans mes classes à partir depuis l'année dernière. Il y a trois possibilités d'accès. Vous y accédez en tant qu'enseignant, en tant qu'étudiant ou alors en tant que parent d'élève. Ça, en termes d'accompagnement, je trouve que là, du coup, on est vraiment sur quelque chose où les parents peuvent avoir un suivi quasiment en temps réel, non, mais pas juste attendre la remise ou les réunions de parents pour voir quels sont les travaux qui ont été faits en classe. Voilà l'interface telle qu'elle apparaît quand vous êtes enseignant. Donc vous avez la liste de vos étudiants qui sont là. Là, ce sont les documents publiés. En tant que grande stressée, quand j'utilise le numérique avec mes élèves, j'ai créé un étudiant test. Donc quand je leur poste quelque chose, j'ai mon interface étudiant qui me permet de voir exactement ce que j'ai mis, est-ce qu'ils ont bien reçu les messages envoyés. Parce que vous avez un système également de messagerie où vous pouvez les contacter. Alors, on l'utilise vraiment et essentiellement comme un portfolio en ligne. C'est comme ça que je les présente aux élèves, parce que dans le programme en Belgique, les 2 dernières années, ils doivent un peu stocker toutes les productions culturelles qui sont réalisées. Elles ne sont évaluées qu'en dernière année. Souvent, s'il y a un changement de classe, un changement de prof, tout ça peut être perdu. Et donc, vraiment, la mise en place de CISO au départ, pour moi, elle avait cet enjeu-là, c'était vraiment un jeu de stockage. Je me suis rendu compte par la suite que c'était bien plus perfectionné que ça. Donc oui, effectivement, il y a toutes ces questions d'annonce à vos élèves.
mais toute la possibilité donc de travailler sur des contenus hypermédias, la photo, la vidéo, insérer des liens, insérer des fichiers. Ça peut être un étudiant qui n'est pas en classe, qui a loupé une compréhension de l'audition, vous avez envie qu'il fasse l'exercice, vous postez le lien de la vidéo ou vous avez le document sonore, vous le placez et l'étudiant peut faire son travail. Il y a un enregistreur vocal également, donc ce qui permet plein de choses. Les problématiques rencontrées par rapport à CISO, clairement, elles sont moins liées à la plateforme et aux étudiants qu'à ma posture, moi, en tant qu'enseignante. C'est-à-dire que j'avais mes préconceptions. J'avais cette image de digital native où pour moi insérer un portfolio en ligne faisait que j'allais donner le code d'accès la première année et les étudiants allaient se connecter et ça allait marcher tout seul parce qu'ils sont hyper connectés, ils savent le faire. La vérité, c'est qu'après avoir donné le code, au bout d'une semaine, j'avais 3 étudiants connectés. Et donc clairement, cette année, il y a tout un accompagnement avec eux où dans une salle avec 3 PC disponibles, pendant que les uns et les autres travaillaient sur des projets pendant ma classe, j'avais mis en place un roulement où je pouvais les aider à se connecter s'ils éprouvaient des difficultés. Et là, sur mes 4 classes, j'ai donc mes 70 étudiants connectés donc à ma classe virtuelle, parce qu'en fait, CISO pourrait très bien servir de classe inversée. Alors, des erreurs de débutants, de nouveau, surtout celles de l'enseignant, parce que tant qu'on n'a pas utilisé une plateforme, c'est difficile d'accompagner correctement les étudiants du type quel type de format supporter. Maintenant que la première fois un étudiant n'a pas rencontré une difficulté, il est difficile de pouvoir les mettre en garde sur attention, CISO, c'est exclusivement des documents de type PDF ou JPEG. Et enfin, des incertitudes liées au passage du numérique. Je pense qu'en tant qu'enseignant, même si on a reçu des formations, il y a toujours un doute. Donc, qu'est-ce qu'on fait vraiment avec ce numérique en classe? Est-ce que ce qu'on met en place avec les étudiants est juste, leur apporte vraiment quelque chose? Donc, je vous ai dit au début, j'ai vraiment mis en place ce portfolio comme zone de stockage. Et puis, l'idée, c'était qu'ils puissent faire vraiment beaucoup plus. Mes conclusions, j'y arrive. Clairement, pour moi, en termes d'accompagnement, il y a une nécessité d'un développement professionnel des enseignants au numérique et surtout donc à l'utilisation pédagogique du numérique en classe. Je pense qu'il faut clairement être autonome et curieux parce qu'il y a énormément de ressources qui existent. De nouveau, aujourd'hui, on vient d'apprendre avec Madame Blin qu'il y avait des choses qui s'étaient passées donc en Irlande et qui peuvent vraiment être des outils, sont des outils à utiliser. Donc voilà, être curieux. Une inclusion progressive, ça sert à rien de vouloir passer au tout numérique tout d'un coup parce qu'on pense que ça va les attirer. Oui, il y a un facteur motivationnel qui est relevé chez certains de mes étudiants, mais je pense que quand c'est pas bien maîtrisé, ils ne perçoivent pas l'intérêt. Laissez tomber aussi ces préjugés associés donc au concept de digital native. Clairement, ils sont hyper connectés, oui, mais ils ont besoin d'être accompagnés, parfois sur des choses très très basiques. J'étais assez surprise encore dernièrement de voir que mes étudiants, à l'envoi d'un mail, ne savent pas la différence entre un CC et un CCI. Et enfin, accepter ce qui ne fonctionne pas, mais dans une posture réflexive. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné l'année dernière, c'est l'opportunité pour moi de réussir à en faire quelque chose de mieux et de tirer une leçon par rapport à l'accompagnement que j'ai proposé à mes étudiants. Vous retrouvez ici rapidement donc les expérimentations que je compte faire en cours d'année donc dans le cadre de mes recherches. Donc il y a d'autres séquences Common Sense Media que j'aimerais tester en classe, notamment toutes celles autour de l'intelligence collective, la création d'une communauté en ligne et la question donc des données, d'accord. Voir l'évolution du portfolio. Je vais avoir l'opportunité de suivre les élèves sur 2 ans, donc essayer de moi faire évoluer ma pratique dans l'accompagnement pour leur faire comprendre que ce n'est pas juste voilà, c'est pas juste un lieu de stockage, c'est vraiment un outil où ils peuvent créer des documents hypermédias et voir comment tout cela évolue, notamment dans une dynamique collaborative. Pour l'instant, CISO dans mes classes est programmé en 1 à 1 et l'idée, ça serait d'ouvrir pour que les élèves puissent voir ce que leurs pairs produisent. Vous retrouvez donc dans mon portfolio, je pense, à laquelle vous aurez accès donc les ressources bibliographiques. J'ai vu qu'on avait posté certains des sites en ligne, mais vous retrouvez
tout ça à disposition. Et enfin, un tout grand merci à l'Université de Franche-Comté, à Eliade, au CLA et à Alcide pour m'avoir, accepté ma communication et me permettre d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler d'une partie de mes résultats de recherche. Un tout grand merci à ma promotrice qui est au centre de méthodologie universitaire de l'ULB, mon centre de recherche Tradital et enfin aux 2 écoles, donc le FGB à Boston, sans qui clairement ma recherche ne se serait pas lancée, et actuellement donc l'école et mes étudiants, donc l'école Saint-Luc Bruxelles secondaire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup Aurélie Bureau. On va peut-être prendre des questions. On n'aura que 6 minutes de questions. Ok. Peut-être les participants en ligne, ils peuvent aussi poser 2 ou 3 questions. C'est chouette, c'est que tout était super clair si vous n'avez pas de questions. Un grand moment de réflexion. Alors voilà, Pascal Catoire. Alors, parce que du coup j'ai plusieurs commentaires qui sont apparus, je les vois pas tous. Pascal Catoire qui pose une question là. Donc comment le portfolio CISO est évalué? Le fait que ce soit évalué ne fausse-t-il pas son utilisation, pas son objectif? Alors oui, donc comment est-ce qu'il est évalué? C'est vrai que j'ai parlé un peu rapidement de ça, du coup, vu qu'au niveau du timing, c'était un peu serré. Donc il y a 2 évaluations. Donc j'ai fait une auto-évaluation en fin d'année l'année dernière, mais vraiment sur l'outil CISO. Donc j'ai proposé un questionnaire aux étudiants pour se positionner, donc vraiment par rapport à l'interface, qu'est-ce qui leur avait plu, déplu, pourquoi certains ne l'avaient pas utilisé. Et donc il y avait des résultats qui étaient tout à fait intéressants. Il y avait des choses, il y avait des résultats où les étudiants me disaient, moi je l'ai pas utilisé parce que en fait je pensais que c'était facultatif et que les copains l'utilisaient pas. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait le reste de la classe l'utilisait. Donc il y avait des choses qui étaient un peu particulières et où, de nouveau dans les résultats donc de l'auto-évaluation de la plateforme, moi en termes d'accompagnement, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses à mettre en place et à clarifier dès le début de l'année, cette année-ci avec mes nouvelles classes. Après le portfolio, clairement pendant l'année, je n'évalue rien. Donc à aucun moment il y a une question de cotation. Moi pendant l'année, je les invite vraiment à poster leurs travaux, au moins donc en termes de stockage. Après, on parle de création de contenu. L'an dernier, donc c'était vraiment la création d'une courte vidéo. Et là, ils savent qu'ils peuvent l'utiliser. Mais ça rentre dans une cotation qui n'est pas du portfolio. Par contre, du coup, l'évaluation qui aura lieu donc en fin d'année, donc après les 2 ans, elle aura lieu pour la première fois, en tout cas pour moi, dans mon expérimentation, à la fin de cette année scolaire-ci. Donc ça, je ne sais pas encore tout à fait me prononcer. Par contre, j'avoue, je me suis vraiment posé beaucoup la question parce que cette histoire de portfolio au niveau du secondaire et sur comment le mettre en place, c'est quelque chose qu'on nous demande pour la première fois en fait dans les nouveaux programmes. Et donc moi, en tant qu'enseignante, je me posais vraiment cette question. Donc, est-ce qu'on allait partir sur du format papier et je trouvais ça assez réducteur parce que on a toute cette multimodalité que les étudiants devraient pouvoir utiliser, d'où le choix d'un portfolio en ligne. Une deuxième question en ligne de l'Université de Lille, Martina Yundas. Alors, je vois Martine. Tous ces contenus d'appropriation numérique devraient peut-être être intégrés au programme officiel, et c'est le cas en Belgique ou aux États-Unis. Alors, au niveau de la programmation en Belgique, donc moi je travaille avec les nouveaux programmes pour le qualifiant. Et donc, on nous demande de travailler l'hypermédia. Et globalement, donc en annexe, on nous définit quel est l'hypermédia, c'est quoi un document hypermédia, mais sur la méthodologie et ce qu'on attend de nous, rien n'est vraiment spécifié. Donc à plusieurs endroits, on nous parle de ce qui est hypermédiatique ou donc justement l'intégration d'un portfolio, mais sur le comment faire, comment l'enseignant doit procéder, il n'y a pas vraiment une méthodologie qui est tracée. Mais on sent dans le programme qu'il y a quand même cette volonté d'intégrer clairement
on ne sait pas trop quoi conseiller aux enseignants. Aux États-Unis, donc sous Obama, il y a le Common Core State Standard, donc qui a été un programme à l'échelle fédérale, donc à l'échelle nationale, qui a proposé vraiment des axes d'entrée par le numérique et où là, on a vraiment un tracé de la 6e primaire à la dernière année du secondaire, donc l'année du bac pour vous, qui vraiment trace une forme de méthodologie. Donc là, on est sur une programmation, donc ça rentre dans le programme, dans les deux cas, que ce soit aux États-Unis ou en Belgique, l'appropriation du numérique rentre dans la volonté institutionnelle. Je pense que c'est plus clairement méthodique. En tout cas, il y a une proposition de méthode pour les enseignants aux États-Unis, ce qui n'est pas forcément le cas en Belgique. Maintenant, je vous ai montré le passeport TIC, qui est un outil qui est en train d'être retravaillé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, parce qu'avant de faire la présentation, il y a quelques semaines, j'étais retournée voir justement pour voir si l'outil, si vous aviez envie de le télécharger, si c'était disponible. Et en fait, ils ont retiré la version que moi j'ai utilisée pour annoncer une nouvelle version en cours. Et donc, il y a une volonté clairement institutionnelle de rentrer dans les programmes. Très bien. Voilà, encore temps pour une ou deux questions. Si... Bon, bah alors on va s'arrêter là. Merci beaucoup Aurélie Bureau de l'Université libre de Bruxelles. Merci pour votre présentation.